Bonjour à tous, merci d'être là et bienvenue à la présentation du hacking de satellite qui a été fait par Thales l'année dernière pendant SciSat 2023. Donc je suis Alexandra, la directrice communication de SciSat. Et avant la présentation de Johan, j'aimerais vous donner un peu de contexte de pourquoi on a organisé ce hacking pendant SciSat. Qu'est-ce que SciSat et quels sont les objectifs en fait de SciSat? Alors SciSat, qui est en partenariat avec le FIC, et d'ailleurs je les remercie, est un événement qui est dédié à la cybersécurité spatiale. Donc oui, c'est de niche et ça se passe tous les ans à Paris en avril. La prochaine date est d'ailleurs le 24-25 à la station F. Et pour vous expliquer, en fait, la cybersécurité, je ne sais pas si vous en souvenez, mais la cybersécurité spatiale, il y a quelques années, personne n'en parlait. C'est-à-dire que on parlait des satellites géo, donc qui étaient sous réglementation des gouvernements. Donc en fait, c'était sous contrôle. Mais avec l'émergence de nouvelles industries, ce qu'on appelle l'industrie du New Space, les nouvelles constellations, les nouveaux petits satellites lancés, ben, la cybersécurité, c'est quand même devenu un sujet important. Mais ce n'est pas une priorité. Alors, une société qui s'appelle SciSec a décidé de créer un événement il y a quelques années pour ouvrir un peu sur les vulnérabilités du spatial, qu'est-ce qui pouvait se passer dans le spatial, et de réunir un écosystème de cyber et space experts, comme on dit en anglais, pour parler des challenges, vulnérabilités et quelles sont les dernières innovations. Alors c'est un sujet sensible, c'est terrible à dire, mais je sais qu'il y a 2 ans, vous en souvenez certainement, on a eu l'Ukraine qui a été en guerre avec la Russie. Et en fait, l'Ukraine a vécu un hacking de satellites, leur satellite Viasat, par les Russes. Donc, ils ont été bien sûr impactés. Certains pays européens ont également été impactés. Et c'est vrai qu'il fallait absolument discuter de ce sujet. On a d'ailleurs, pendant SciSat 2023 l'année dernière, eu le général Potti qui est venu nous exprimer qu'il avait 2500 attaques sur leurs satellites par an et que 10% étaient en fait un succès. Donc on est vraiment sur un sujet qui est très sensible et qui est prioritaire. Donc l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, SciSat et Thales ont créé un hacking de satellites. Donc en fait c'était un concours pour tout vous dire. Et bien sûr Thales a gagné. Je ne dirai pas le nom des autres entreprises parce que je n'ai pas le droit. Mais Thales a gagné et a réussi ce hacking sur un satellite OpSat. Donc c'est pour ça tout l'objet de cette démonstration, c'est pour montrer à quel point. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile parce que je pense que Johan ne va pas être content, mais en fait, c'est une possibilité qui peut se dérouler et que en fait, la guerre, elle peut aussi se dérouler dans l'espace. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les cybersécurités spatiales, écoutez, il y a un événement donc la semaine prochaine, non, le mois prochain, pardon, à Paris. Et puis, bien entendu, Johan va vous en dire plus sur ce qui s'est passé l'an dernier. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Johan, c'est à toi. Bonjour, donc je m'appelle Johan Mazinck et je suis responsable du CESTI Thales. Et donc je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait l'année dernière dans le cadre de SciSat, comme l'a expliqué Alexandra. Et puis après prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la cybersécurité des objets spatiaux. Donc ok. Du coup, le challenge SciSat, l'année dernière, en fait, l'objectif qui était fixé par l'ESA, c'était de savoir si des acteurs malveillants pouvaient prendre le contrôle d'un satellite. Et donc c'est ça le challenge qui a été monté entre SciSat, l'ESA, qui a été créé par SciSat et l'ESA. Et donc le but c'était de voir ça, et ils ont utilisé comme véhicule de test un satellite qui s'appelle OpSat, qui est en fait un laboratoire volant qui permet à tout plein de personnes de faire des expérimentations à bord du satellite, d'utiliser le GPS, de prendre des photos et d'expérimenter à bord du satellite. Donc cette expérimentation sous-entend que il y a la possibilité, et c'est une fonctionnalité, de faire tourner du code à bord du satellite. Donc ce code, il tourne en mode non privilégié, donc dans notre cas, il tournait dans l'expérience 237. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité et la possibilité de faire tourner du code à bord. La petite limitation, c'est que ce code doit être revu par l'ESA, par l'Agence spatiale européenne. Donc en fait, l'ESA a un processus de validation de tout code qui est chargé à bord. Et dans les autres
choses qui ont été données pour rendre le challenge possible. Il a été donné accès aux participants, l'accès à l'image qui tourne à bord pour permettre la recherche de vulnérabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans un contexte peut-être plus réaliste, ce sera plus dur à atteindre, mais dans le cadre du challenge, était indispensable pour pouvoir faire vraiment de la recherche de vulnérabilité. Et puis bien sûr, une fois les vulnérabilités trouvées, un accès a été offert pour communiquer avec le vrai satellite et avant communiquer avec une réplique locale, un FlatSat, pour voir si les vulnérabilités trouvées étaient vraiment exploitables. Donc nous, c'est une activité sur laquelle on a mis 4 experts côté Thales pendant un mois. Donc des experts plutôt teintés offensifs qui sont présents dans les équipes de Thales et qui, voilà, on leur a donné cette mission d'essayer d'attaquer le satellite. Et donc ce qu'ils ont trouvé, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails des vulnérabilités qui ont été trouvées. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de SciSat et voir la conférence en détail avec toutes les vulnérabilités détaillées. Mais en gros, les vulnérabilités, on a trouvé 3 vulnérabilités qui nous ont permis de prendre un contrôle permanent et discret du satellite. La première, c'était, comme je vous le disais, le code doit être revu par l'ESA. En fait, on a trouvé une technique qui nous a permis d'échapper à la revue de l'ESA. En exploitant une vulnérabilité de désérialisation Java, on est capable d'envoyer un objet à bord. Cet objet est désérialisé et ensuite exécuté, ce qui permet finalement de créer une sorte de cover channel et de discuter avec le satellite et d'envoyer du code qui ne sera pas revu par l'ESA. Donc ça nous permet déjà d'exécuter du code que nous on a choisi et que l'ESA ne va pas revoir. Ça, c'est la première étape. Sauf qu'à ce moment-là, on est encore dans un accès non privilégié. Maintenant, pour prendre le contrôle du satellite, il faut passer route. Grosso modo, c'est un Linux qui tourne à bord. Pour passer route, il faut élever nos privilèges. Et dans ce cas-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait un binaire qui tournait, qui avait le bon goût de s'appeler Space Shell Root. Donc on s'est dit, c'est potentiellement intéressant. On avait l'image, on a pu l'analyser. En fait, on s'est rendu compte que ce Space Shell Root recevait des commandes via le buscan. Et en fait, les commandes étaient protégées, mais pas par une protection hyper pointue. En fait, c'était juste un XOR fait avec une chaîne fixe. Donc une fois qu'on connaissait la chaîne, on était capable de communiquer directement avec ce Space Shell Root. Et ce Space Shell Root, comme son nom l'indique, permettait d'avoir un shell root sur le satellite et donc d'exécuter des commandes comme si on était administrateur dans le satellite. Une fois qu'on avait fait ça, on était capable dès à présent de prendre le contrôle de la caméra, le contrôle du positionnement du satellite, du module ADCS, des capteurs, du GPS, etc. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est aller plus loin et c'est devenir persistant sur le satellite, c'est-à-dire implanter un code qui sera là pour toujours, entre guillemets. Enfin, pour toujours. Disons que c'est ce qu'on aurait pu faire et c'est pas ce qu'on a... Enfin, bon, bref, Donc en gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait des bibliothèques Java qui étaient embarquées et sur lesquelles il n'y avait aucun contrôle d'intégrité. Donc en fait, il suffisait, et l'utilisateur root pouvait les modifier. Donc il suffisait de prendre ces bibliothèques, rajouter quelque chose à nous dedans, les recharger, et c'était bon. En fait, il n'y avait pas de contrôle d'intégrité qui était mis en place et qui permettait de garantir que le code qui s'exécute est authentique à bord de cette partition-là. Donc, rassurez-vous, et je pense que c'est un message qu'on a aussi passé, l'ESA, tout au long de la manipulation, tout au long des démonstrations, gardait un contrôle sur satellite, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans notre coin, et pouvait, si besoin, redémarrer le satellite sur une configuration qui était maîtrisée, qui était connue et qui était fiable. Néanmoins, ce qu'on a réussi à faire, et là c'est la petite démo qu'on vous montre et qu'on a fait en live, en fait, une fois qu'on a uploadé notre code, on a été capable d'envoyer des ordres au satellite pour lui faire changer de position. Et donc là, le satellite est en train de passer pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Et vous voyez là, le positionnement il change. En fait, bon, on n'est pas des experts en contrôle. En fait, on a réussi à prendre le contrôle du satellite et donc changer son positionnement, faire pointer le satellite vers un autre endroit. On n'a pas fait beaucoup plus, mais l'idée c'était vraiment de faire la preuve de concept et de montrer à la communauté que ce type de menace était réaliste. Donc en fait, les enseignements principaux de cet exercice, c'est que, je vais contrôler parce que, c'est que finalement ces attaques que beaucoup considéraient comme de la science-fiction, alors sont possibles. Donc elles sont possibles sous certaines conditions, des conditions qui ont été
favorisé par l'ESA dans le cadre du Challenge SciSat, mais en gros, c'est quelque chose qui est possible. Et ce qu'on voit, et comme disait Alexandra, avec l'évolution du New Space, on voit une forte apparition, croissante de satellites. On a plus 10 000 satellites aujourd'hui, une prévision de 25 000 lancements dans les 10 prochaines années. Donc on a vraiment une croissance exponentielle de la surface d'attaque. Donc on a des nouveaux contextes d'emploi, des nouveaux acteurs, principalement du monde commercial, et un contexte géopolitique qui est relativement incertain. Donc c'est pour ça que l'Europe, la France se saisissent du sujet. Donc l'Europe travaille sur une EU Space Law qui permettra de réglementer le domaine spatial. La France, avec sa loi d'opération des satellites, travaille également sur le sujet. Et donc le principal challenge, en fait, c'est que autant tout ce qui est satellite de défense ou satellites gouvernementaux, il y a des contextes réglementaires à respecter et il y a déjà beaucoup de choses en place et les satellites sont créés pour être sécurisés, ça existe depuis des années. Par contre, tout ce New Space et tout ce qui arrive, le niveau de maturité d'un point de vue cyber doit monter parce que finalement, des problèmes sur les satellites peuvent occasionner des problèmes sur l'ensemble de l'écosystème. Et la prise de contrôle d'un satellite pourrait très bien aller télescoper d'autres satellites, générer des débris et finalement perturber globalement tout l'écosystème. Donc cette réglementation est nécessaire et l'industrie doit se préparer à cette évolution réglementaire et doit se préparer à se mettre en conformité avec ça. Et donc aujourd'hui, en Europe, pour se mettre en conformité avec la réglementation, il y a une chose qui marche très bien, c'est la certification de sécurité. Donc ça tombe bien, c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour le domaine spatial. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec des outils qui existent déjà. Donc je vais vous parler désormais de EUCC, donc pour EU Common Criteria. Donc EUCC est en fait le premier schéma de certification européen qui a été créé par l'ENISA et qui fait suite au Cyber Security Act qui est sorti en 2019. Donc ce schéma est là pour en fait supporter des réglementations sectorielles ou horizontales. Et donc le rôle de ce schéma, c'est de permettre la certification de produits de sécurité, de produits communicants ou embarqués, sur des niveaux de sécurité. Donc le Cyber Security Act définit des niveaux de sécurité allant de basique, substantiel à high, 3 niveaux. La certification critères communs européenne permet de mapper ça sur les niveaux élevés ou substantiels. Donc c'est une certification qui s'appuie sur 20 ans d'expérience, une expérience qui a été créée en Europe principalement, et qui 20 ans d'expérience sur ce sujet, et qui a été portée dans le contexte européen pour permettre la certification de produits. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est transposé au niveau européen. C'est tout nouveau, l'acte d'implémentation vient d'être signé il y a quelques semaines. Le calendrier est en marche et donc on va voir apparaître des premiers certificats européens à l'horizon 2025 pour à terme remplacer les certifications, on va dire, nationales à l'horizon 2026. Donc comment ça marche? En fait, ça s'appuie sur les critères communs. Les critères communs, en fait, c'est un principe d'évaluation faite par une troisième partie, par un acteur qui est indépendant et qui va être en mesure de poser un verdict sur le niveau de sécurité d'un produit, de mesurer le niveau de robustesse d'un produit. Donc ça s'appuie aussi, et bien sûr, sur une autorité de certification qui, elle, va délivrer un certificat sur la base des conclusions d'un laboratoire. Donc c'est une approche qui n'est pas juste du pentest. Ce qu'on a fait dans le cadre de SciSat, finalement, c'est du pentest pour rechercher des vulnérabilités. L'évaluation critères communs va amener un niveau d'assurance global sur le produit, sur sa documentation et sur tout son cycle de vie. Et finalement, c'est de ça qu'on a besoin, c'est d'assurance que le produit, dans son ensemble, ne peut pas être attaqué. Mais ça sous-entend aussi sa supply chain, son cycle de développement et tout son cycle de vie. Donc c'est quelque chose qui a été très créé, on va dire, principalement pour tout ce qui est système embarqué. Et donc du coup, ça s'applique forcément particulièrement au spatial et ça tombe bien, ça a déjà été utilisé.
Donc en fait, c'est basé sur des niveaux qui s'appellent les niveaux EAL, pour Evaluation Assurance Level, qui vont du niveau EAL1 à EAL7. EAL7 étant la preuve formelle de fonctions de sécurité qu'elles sont bien implémentées. Et donc les certifications sont délivrées aujourd'hui par des agences étatiques. Demain, elles seront délivrées soit par des agences étatiques, soit par des tiers privés. Les agences étatiques, comme l'ANSSI en France, se focalisera sur les évaluations de niveau élevé, donc celles qui sont au-dessus du niveau AVA23, qui est en gros le seuil des attaques qu'on considère comme avancées. J'ai raté sur les slides. Voilà. Du coup, pour revenir sur l'architecture satellite, l'architecture du satellite, en gros, on a deux parties. On va avoir la partie charge utile, qui est la mission, qui est le service que va rendre le satellite aux utilisateurs, et la partie plateforme. La partie charge utile, potentiellement, elle est développée par des tiers. C'était le cas de notre expérience de 137. Et finalement, si elle ne fonctionne pas, ça peut être un déni de service ou un service qui ne rend pas le fonctionnement attendu. Finalement, sa criticité, c'est celle que les utilisateurs ou les parties prenantes veuillent y attribuer. Donc celle-là, on n'a pas forcément besoin de viser des niveaux de sécurité élevés, ça dépend de ce que veut l'utilisateur. Par contre, la couche sous-jacente, c'est la plateforme. C'est elle qui est finalement celle qui permet au satellite de vivre et de voler. Et donc celle-là, elle est en général développée et ou intégrée par le fabricant de satellite. Par contre, celle-là, si elle est compromise, c'est là où on peut se trouver dans une situation dangereuse. Et au-delà de l'impact sur le satellite lui-même, on a un impact potentiel sur l'écosystème entier et sur tous les autres satellites qui tournent autour. Donc celle-là, c'est difficile de ne pas viser un niveau d'assurance élevé sur ce type de couche-là pour le futur. Donc au niveau de la charge utile, ce que je disais, c'est que voilà, les charges utiles peuvent être aussi diverses en termes de fonctionnement, en termes de complexité, en termes de criticalité. Deux exemples de charges utiles sur lesquels on pourrait être amené à vouloir sécuriser. Le premier, c'est dans le cadre de ROCUCI, où l'Europe veut se doter de satellites et de systèmes de communication interétatiques sécurisés, et où on veut faire de l'échange de clés, de la distribution de clés quantiques, avec des liens satellite-sol et satellite-satellite, des liens intersatellitaires. Là-dessus, pour le niveau de sécurité, le positionnement de ça, ben, finalement, ce seront les agences nationales qui fixeront le niveau d'agence attendu, le niveau de sécurité attendu. Et d'un point de vue domaine technique et d'un point de vue complexité, ben, il faut tout créer là-dessus. L'autre exemple, c'est, supposons qu'on ait une charge utile qui fasse de la reconnaissance d'images, ben, basée sur de l'IA, celle-là pourrait tomber potentiellement sous le coup, en plus de la EU Space Law, de l'IA Act au niveau européen. Et du coup, potentiellement, avoir des besoins en certification de la partie IA. Et donc ça, c'est un problème qui est encore ouvert. On a une démo sur notre stand si vous voulez voir, mais c'est vraiment un sujet nouveau. Mais c'est pour illustrer le fait qu'au niveau charge utile, on peut avoir des choses très compliquées ou des choses très simples, comme une expérience faite par un labo et qui, elle, n'a aucune vocation à être certifiée. Au niveau plateforme, quand je disais, ce qu'il faut viser là-dessus, c'est un niveau plus élevé. En visant un niveau plus élevé, on vise quelque chose qui est garanti par un État européen, et ça apporte surtout la partie intégrité. Donc les limites de l'évaluation, c'est que c'est une activité qui requiert du temps, qui requiert de l'argent, qui requiert de l'expertise. Donc ça limite potentiellement l'accès à cette activité-là. Et en plus de ça, la plupart des satellites sont basés en général sur des briques qui viennent de pays divers, qui ne sont pas forcément certifiés eux-mêmes. Donc c'est difficile de construire quelque chose de confiance sur quelque chose sur lequel on a un niveau de maturité et de confiance relativement limité. Donc
de notre point de vue, le niveau atteignable maximum est à la fois minimum et à la fois maximum sur ce type de satellite pour des besoins non gouvernementaux, non défense, ça va être le niveau globalement EL3+. L'avantage, c'est que là-dessus, quasiment tout existe déjà. Les communautés techniques existent, des expériences passées existent. La seule chose qu'on pourrait créer, c'est ce qu'on appelle un profil de protection, qui est en fait une sorte de compilation d'exigences de sécurité. Donc typiquement, ce qu'on pourrait attendre d'une plateforme, c'est d'offrir un démarrage sécurisé et la garantie de l'intégrité pour éviter de se retrouver dans le cas où on est capable d'injecter du code de manière persistante sur le satellite. Ça peut être la protection des communications pour empêcher n'importe qui de communiquer. Bon, ça c'est déjà en partie fait, mais en tout cas c'est quelque chose que doit offrir le satellite. Et puis après, les notions d'isolation, de cloisonnement à la fois temporel et de mémoire. Donc pour empêcher qu'une charge utile vienne perturber la plateforme ou qu'une charge utile vienne perturber une autre charge utile. Donc ce perturbation, ça veut dire aller attaquer la plateforme ou la charge utile d'à côté. Donc, en termes de conclusion, ce qu'on voulait expliquer au travers de cette présentation, c'est que voilà, les attaques sont possibles. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube qui donne tous les détails de l'attaque qui a été menée par nos experts. Et aujourd'hui, en fait, l'attaque surface augmente. Et le niveau de maturité cyber est quand même relativement bas dans l'écosystème. Et c'est pour ça que SciSat a été créé aussi. C'est pour améliorer la prise de conscience de l'écosystème et améliorer le niveau de maturité cyber. Et ça, en fait, la combinaison d'une attaque surface qui augmente et d'un manque de maturité et d'un contexte géopolitique qui est quand même relativement particulier en ce moment, rend ces attaques plus que possibles, mais probables. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des États et l'Europe qui travaillent activement sur le sujet et qui ont décidé d'améliorer la cyber-résilience de ces systèmes-là. Et aujourd'hui, la meilleure approche pour se mettre en conformité avec ces exigences réglementaires, c'est la certification. Voilà, donc c'est à peu près tout pour moi. Voilà, donc les outils existent, tout est disponible. Voilà. Eh bien, merci Johan pour votre conférence. Et nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Restez avec nous. On va avoir l'opportunité de faire passer un micro dans la salle. Souhaitez-vous poser une question? Si vous avez une question, levez la main et puis je viendrai vous apporter un micro. Ou ma collègue, je vous en prie, merci. Voilà, mettez juste le micro bien sur votre menton afin que tout le monde vous entende. Merci pour cette présentation, Thomas Tabary de Telsat. Ma question est de comprendre au niveau de ces critères communs. De ma compréhension, c'est principalement côté des constructeurs que ça va être géré. Au niveau des clients des constructeurs de satellites, qu'est-ce qui peut être mis en place? En fait, les constructeurs feront ce que leurs clients le demandent. Typiquement, au niveau charge utile, si les clients disent nous, nos biens sont très sensibles, on veut les protéger jusqu'à tel niveau d'attaquant, ils vont arriver vers un constructeur et disent on veut que, dans les exigences, on veut que ce satellite offre ce niveau de sécurité. Et c'est après le rôle du constructeur de mettre en place les démarches d'évaluation, de certification pour garantir ce niveau-là. Je réponds à la question. Une autre question parmi le public? Alors, moi j'en aurais une question néophyte peut-être. Vous parliez à un moment donné du programme d'intelligence artificielle qui dirigeait ou qui était implémenté dans le satellite et contrôlé par l'ESA sur un mécanisme reposant sur une législation qui est celle de l'acte européen, ou en tout cas du cadre européen sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer
D'abord, quel est le principe de cette décision européenne et ensuite, en quoi cette décision ou ce cadre impacte-t-il ou impacte-t-elle sur le système d'intelligence artificielle appliqué aux satellites? Alors, le cadre d'application, que ce soit un satellite ou au sol, globalement, c'est le même. La réglementation européenne qui vient de sortir proscrit certaines utilisations de l'IA, typiquement pour faire de scoring social sur les personnes, et définit des niveaux de risque relatifs à une intelligence artificielle. En fait, ce qui est indiqué, c'est que pour un risque qualifié de élevé, le fournisseur de solutions doit absolument garantir que l'IA est résistante aux attaques cyber. Et donc ça, finalement, transposé sur une application spatiale, c'est si demain on embarque de l'IA dans un satellite pour faire un traitement à bord et éviter de faire tout le traitement au sol et donc simplifier, enfin, limiter le flux de communication traité à bord et envoyer juste peu d'informations au sol, cette IA-là, si elle est qualifiée à risque parce que son contexte d'emploi tombe dans les catégories à risque, ben, elle devra passer par, montrer qu'elle n'est pas vulnérable. Et donc c'est le fabricant de la solution qui devra alors prouver que son IA n'est pas vulnérable. Et pour le prouver, ben, aujourd'hui, il n'existe pas encore de façon. Ça n'existe pas, ça n'a pas encore été créé. Et c'est un sujet sur lequel nous, on travaille et sur lequel on travaille activement à amener une sorte de méthodologie et d'approche pour évaluer une IA embarquée. Très bien, je vous remercie pour cette réponse très claire. Y aurait-il une dernière question, une dernière remarque? Oui. C'est allumé. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel est l'impact de la directive qui a été signée ou ratifiée récemment sur la Cyber Resilience Act par rapport à la fabrication des satellites. Alors, le CRA, alors, le CRA tout un large domaine de produits. Je ne sais pas si les satellites font partie du périmètre couvert par le CRA. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tous ces ensembles de réglementations sont en train de voir le jour. Et finalement, ça met la pression sur les industriels pour renforcer la sécurité de leurs produits. Et donc, un moyen aujourd'hui simple, efficace, éprouvé de le garantir, c'est de faire des certifications. Parce que les certifications, finalement, on va être capable assez rapidement de mapper ce qu'apporte la certification par rapport aux exigences de la réglementation. Donc, en fonction des produits, vont tomber sur plusieurs réglementations, qu'elles soient horizontales ou verticales. Eh bien, je vous remercie, Johan. Merci pour votre présentation. Nous allons finir par rappeler le stand, ou en tout cas l'endroit où l'on peut vous retrouver pour poursuivre les questions-réponses. Voilà, nous avons également la possibilité de vous distribuer des flyers. Merci pour votre présence, chers spectateurs.